Exactement. Alors, les algues sargasses, avec des gens qui sont à nos côtés, qui sont bardés de doctorat, ce que je n'ai pas. Jimmy Lebec, qui est chargé de mission à la DEAL, donc Guadeloupe, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et qui est docteur en écologie. Et puis on aura Sylvie Gustadi Duflo, vice-présidente de la région, qui est à la fois aussi vice-présidente de l'Office français de la biodiversité et aussi maître de conférences en sciences du cerveau. Donc que des gens super intéressants et qui me rendent très humble par rapport à eux. Pour démarrer sur le sujet sargasse, peut-être simplement expliquer ce que c'est pour ceux qui nous voient de loin. Donc, ce sont des algues brunes, et Jimmy nous décrira ça un petit peu mieux, qui arrivent en masse depuis les années 2011-2015 ici dans la Caraïbe. Et qui peuvent provoquer effectivement des nuisances pour les populations. Quand la sargasse arrive et qu'elle arrive en masse, elle crée des amas sur les plages. Et quand on a plus de 20 cm de sargasse, au bout de 48 heures et un peu plus, elle commence à fermenter avec des dégagements de H2S, d'ammoniac. Alors sachant aussi que ceux qui nous regardent de loin et qui voudraient venir visiter la Guadeloupe et les îles de la Caraïbe, tout n'est pas envahi de sargasse, vous trouverez toujours une belle plage, il y en a des magnifiques en Guadeloupe et dans toute la Caraïbe, donc c'est à peu près 20% des plages qui sont touchées momentanément, donc je pense qu'il faut le dire aussi. Si vous venez à n'importe quel moment, vous trouverez toujours quelque chose de très bien. Il n'empêche que pour les gens qui habitent et qui ont une maison, un commerce, quelque chose à demeure et qui voient arriver ces sargasses, eux, ils ne peuvent pas changer de plage, c'est clair, donc c'est un vrai souci. Ce qu'on voulait dire aussi dans cette séquence, c'est qu'il y a de la créativité, de l'inventivité, des gens qui se bougent pour essayer de résoudre ce problème. Et c'est vraiment intéressant, vous le verrez sur quelques images. D'abord en termes de collecte, il faut les collecter vite, sinon effectivement, je vous disais, ça fermente. Et d'un seul coup, on a des nuisances. Donc au départ, c'est la fourche, la brouette. C'est pas collecte manuelle. Voilà, c'est pas très efficace, enfin efficient plutôt. Par contre, ça dégrade pas le milieu. On ramasse pas le sable, on tasse pas la plage. On respecte les pontes de tortues, donc ça c'est intéressant. Il y a des moyens mécaniques, certes, avec des pelles mécaniques, des camions, ça va plus vite, mais là bien sûr, attention au risque de dégradation du milieu. Et puis après, il y a d'autres systèmes qui sont peut-être plus inventifs, plus ingénieux, et on vous le verrez peut-être sur les images, des systèmes de barrage, pollution marine, ex-pollution marine, qui sont adaptés aux sargasses, qui protègent les endroits où ça arrive et qui peuvent dévier ces sargasses vers un point de collecte. Donc ça, c'est intéressant, c'est en train d'être testé, par exemple à Saint-François en Guadeloupe. Et puis l'intérêt de ces barrages aussi, alors c'est plutôt de dévier la sargasse, parce que la sargasse, ça pèse son poids quand ça arrive, et quand il y en a trop devant le barrage, ça le fait éclater. Donc derrière, l'intérêt aussi, c'est d'aller collecter la sargasse devant le barrage par ce qu'on appelle un sargator, des bateaux avec à l'avant un tapis de collecte qui permet de faire remonter la sargasse à bord. Ou alors un tapis de collecte carrément en point fixe. Donc c'est la société STMI ici en Guadeloupe que pas mal de gens connaissent qui développe ce genre d'outils, qu'elle vend aussi en République dominicaine par exemple, donc des grands tapis qui sont sur le bord de la plage et qui remontent la sargasse. Qui est né, en un mot, qui s'est développé grâce à un projet avec la centrale géothermique, je crois. Oui, c'est ça. Alors, pour la toute petite histoire, on a une très belle centrale géothermique à Bouillante, donc qui produit de l'électricité. C'est la seule dans la Caraïbe insulaire. C'est la première en France aussi. Et ils ont besoin de l'eau de mer pour récupérer, pour refroidir leur système. Et à un moment, il y avait des débris et des algues qui arrivaient dans leur canal d'amener. Et ils se sont dit, il faut absolument éviter que ça vienne perturber notre système. Et donc, la société STMI a constitué ce tapis de collecte. Puis à un moment, ils se sont dit, mais si on le met à l'avant d'une barge ostréicole, on met les deux ensemble et hop, là, on va ramasser la sargasse. Donc c'est super intéressant, c'est une belle anecdote. On voit bien que l'inventivité et l'imagination est au pouvoir. Une phrase que j'adore, c'est « l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ».
Ouais, c'est clair que bon voilà, il y a des gens qui se creusent la tête, hein, ça c'est clair sur ces sujets-là. Et puis voilà, il y a des sociétés aussi bretonnes, hein, la société qui a posé des barrages à Saint-François là récemment, c'est une société qui s'appelle le Floc Dépollution, et c'est des sociétés bretonnes parce qu'on bénéficie aussi de la malheureuse expérience des algues vertes bretonnes. C'est clair, voilà, ils ont quelques dizaines d'années d'avance, hélas pour eux et hélas pour nous, et donc on applique ce genre de choses. Et puis après, il y a la partie valorisation, parce que ces sargasses, c'est bien qu'on les collecte, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et là, en fait, il y a pas mal de gens qui ont cherché. Alors, on va dire que les deux grandes phases, les deux grandes idées, c'est un peu de faire du compostage avec, mais du co-compostage, pas simplement tout seul, parce que tout seul, ça marche pas très bien. Si on étend sur les sols agricoles, ça les salinise, donc ça, c'est pas le but. Mais par contre, si on mélange, il y a la société Holdex en Martinique, par exemple, qui fait un amendement organique à base de sargasses. Et puis la deuxième grande piste, c'est les biomatériaux. Là encore, c'est vraiment très intéressant. Il y a des gens, d'abord en Bretagne, enfin encore les Bretons. Algopac. La société Algopac qui fait effectivement un plastique, un bioplastique. Alors soit ils ont deux marques, hein, ils appellent ça AlgoBlend d'un côté, c'est un plastique qui est d'abord pétro-sourcé, mais ensuite on met une charge d'algues dessus. Et puis la deuxième chose, ils ont un plastique 100% algues, et là ils mélangent de l'algue verte et de la sargasse, et ils arrivent à faire un plastique qui est intéressant. Et puis plus proche de nous, on les aime bien, les gens de Saint-Barthélemy, les gens de Sargasse Project, ils arrivent à faire du papier avec. Alors ils sont plus en phase RDI, recherche, mais ils arrivent à compresser la sargasse et en faire un papier carton qui est d'ailleurs plutôt beau. J'espère qu'on voit des images quand je parle. Et ça, c'est super intéressant aussi. Voilà. Bref, il y a des choses à faire. Après, il faut une sargasse qui soit plutôt collectée en mer, mais en proche côtier, pour pas qu'il y ait le sable qui aille avec. Et puis, il faut arriver aussi à maîtriser peut-être une déshydratation ou un compactage qui fait que quand il n'y a pas de sargasse, on a quand même du stock, on peut faire quelque chose d'industriel. Et puis, quand il y en a, on en profite pour stocker. Voilà. Ouais, j'en rajoute un et ensuite on va aller là parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de solutions. Il y en a une qui est aussi géniale, ce sont des briques faites à partir de sargasses, donc là aussi dans des phases de recherche et développement, mais déjà bien avancées. D'ailleurs, c'est un projet qui a été présenté au Biomime Expo en 2019. Donc voilà, et encore là, on parle de quelques solutions, mais il y en a plein, on est capable. Je crois qu'on va aborder... Ouais. Oui, moi je voulais faire un petit point peut-être sur ce que sont les sargasses, parce qu'on en parle beaucoup, on entend ce mot de plus en plus dans les médias, mais on oublie parfois un peu ce que c'est. Pour faire simple, les sargasses sont des algues, donc ça fait partie des végétaux, et comme tous les végétaux, ça se nourrit de lumière, d'eau et de nutriments. Alors, on a abordé ces sujets dans nos discussions précédentes. Les sargasses sont des algues qui vivent en mer, qui flottent à la surface de l'océan tout le long de leur vie, contrairement à d'autres espèces qui peuvent se retrouver ailleurs dans le monde, qui sont elles au fond de l'eau, sur le fond, et puis qui veulent se détacher. Les sargasses qu'on a dans la zone des Antilles, des Caraïbes, et puis même jusqu'au Mexique, au sud des États-Unis, sont des algues qui flottent exclusivement et qui se déplacent au gré des courants. Donc ça veut dire qu'elles se reproduisent, elles se multiplient et elles meurent à la surface de l'eau. On ne connaît pas bien encore ces dynamiques. Il y avait peut-être une petite carte qu'on pourra voir en même temps qui permet de se représenter un peu les localisations actuelles des sargasses avec la position historique en mer des Sargasses. On a tous entendu peut-être ce nom dans les cours d'histoire, la mer des Sargasses, qu'on voit sur l'illustration. Et puis la nouvelle zone d'accumulation des sargasses qui est plutôt dans le centre de l'Atlantique, au nord de l'équateur, avec tous les systèmes de courants qu'on distingue représentés sur l'illustration, où on voit des systèmes de courants qui tournent et puis qui vont des côtes africaines jusqu'aux côtes brésiliennes, et finalement des courants qui rentrent aussi dans l'arc des Antilles, dans la mer des Caraïbes, et qui remontent dans le golfe du Mexique, etc. C'est tout un cycle. Et depuis 2011, il y a cette nouvelle zone d'accumulation des sargasses qu'on ne connaissait pas avant. Elles sont détectées par satellite, on est capable d'observer en temps réel leur position. Et on a vu qu'avant 2011, il n'y avait pas de sargasses dans cette zone atlantique. Et depuis 2011, on a des échouages dans les petites Antilles, et puis comme je disais, jusqu'aux États-Unis et le Mexique. Il y a des grandes hypothèses pour expliquer ce changement qui est quand même très soudain. Et en écologie, ça arrive des changements soudains, c'est des points de rupture. Alors on pousse le système un peu trop loin et d'un coup ça évolue vers un autre équilibre un peu plus stable. En l'occurrence, les sargasses, je disais, ont besoin de nutriments, elles se développent dans l'eau, la température de l'eau favorise leur développement, la quantité de nutriments dans l'eau favorise aussi leur développement,
Et en particulier... les nourrir. Voilà, on les nourrit parce qu'on déverse dans le milieu naturel. Comme on disait tout à l'heure, tout finit à la mer. Et notamment les grands fleuves qui sont autour de ces bassins, là, le Congo, l'Amazone, etc., alimentent de plus en plus en nutriments parce que les berges de ces fleuves sont aussi déforestées. On va donner la parole à Sylvie Gustavi Duflot. Je disais qu'elle est vice-présidente de la région Guadeloupe et qu'elle est vice-présidente aussi de l'Office français de la biodiversité. Sylvie, moi j'aurais bien aimé qu'elle nous explique un petit peu la dynamique qu'il y a dans la Caraïbe pour lutter contre ces algues sargasses. Il y a eu une conférence internationale en Guadeloupe et Sylvie était vraiment à la manœuvre sur et vraiment à l'origine de ça. Et donc j'aurais bien aimé que tu puisses nous en dire plus. Au niveau des sargasses, il faut que vous sachiez que la région Guadeloupe, nous avons saisi ce phénomène à bras le corps. Même si la collectivité régionale n'a pas la compétence pour s'occuper de ces algues sargasses, nous avons tout de suite compris qu'il nous fallait être aux côtés des collectivités, aux côtés de la population, aux côtés des entreprises qui sont impactées par l'échouement massif des algues sargasses. Et c'est pour ça que, d'entrée de jeu, nous avons mené à la fois des actions locales et puis des actions plus globales. Alors, en ce qui concerne ces actions locales, évidemment, la région Guadeloupe aide les collectivités à la collecte des algues sargasses. Nous avons également, nous cofinançons un chargé de mission ingénieur au niveau du CIPS, qui est le site de plage, qui est le syndicat des plages et des sites. Et ce chargé de mission est chargé par la sous-préfecture de faire le lien entre les collectivités et les services de l'État pour une meilleure gestion de la collecte et de la prévision des échouements. Nous avons également participé, parce qu'il nous a semblé éminemment important, de se préoccuper de la santé de la population. Et donc, c'est pour cela que nous avons également participé à l'achat de capteurs qui ont été déployés sur la dizaine de sites impactés. Ces capteurs peuvent donc enregistrer le taux d'hydrogène sulfuré et le taux d'ammoniac 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça nous a surtout permis de mettre un vrai système d'alerte lorsque les seuils de ces gaz sont dépassés sur les sites qui sont impactés par les échouements. Enfin, la région Guadeloupe s'est également lancée dans une procédure pour pouvoir acquérir du matériel pour pouvoir aider les collectivités pour du pompage d'envergure aux côtés de ces collectivités. Enfin, on s'est très vite aussi rendu compte que ce phénomène récurrent des échouements des sargasses n'était pas un phénomène limité dans le temps et qu'il fallait qu'on s'inscrive dans la durée. Et c'est pour cela que nous avons compris aussi qu'il nous fallait aller vers la coopération caribéenne, la coopération avec les pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine qui sont eux-mêmes impactés par ces algues sargasses. C'est pour cela, à l'initiative de la région Guadeloupe, nous avons lancé la conférence internationale sargasse qui a réuni plus d'une trentaine de pays du monde, de nationalités, de chercheurs, de scientifiques, de gestionnaires d'espaces naturels pour pouvoir parler de ces algues sargasses. Alors, cette conférence a permis d'apporter de la connaissance, mais également de lancer un programme de coopération qu'on appelle le SARCOUP. Et ce programme de coopération, permet tout simplement, aux pays de la Caraïbe, de travailler ensemble sur différentes plateformes. Une plateforme pour mieux mutualiser la connaissance. Une deuxième plateforme pour installer un réseau de qualité de l'air, c'est-à-dire installer des capteurs d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac dans différents pays. D'ailleurs, malgré le confinement, le travail a avancé puisque nous sommes en passe de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour les pays qui souhaitent tout simplement développer ce réseau de qualité de l'air chez eux. D'ailleurs, c'est une spécificité française, il faut le savoir. Seule la France au monde, sur ses territoires français, avait mis en place ce réseau de qualité de l'air.
Enfin, la quatrième plateforme que gère ce programme caribéen, SARCOUP, eh bien, c'est une plateforme d'échange à l'international parce que nous avons compris plusieurs choses. Eh bien, c'est que les algues sargasses n'ont pas de statut juridique. Est-ce une pollution? Est-ce une espèce qui est devenue envahissante avec les impacts de l'homme en termes d'anthropisation? Et est-ce que c'est un déchet? Et donc, il faut donner à ces algues sargasses un statut, et c'est pour cela que nous travaillons aussi bien avec la commission caribéenne de l'UNESCO, nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Outre-mer, le ministère de la Transition écologique et solidaire pour que la problématique sargasse soit tout simplement, appuyée lors des grandes rencontres internationales. Madame Gustave Duflo, Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur ce que nous avons mis en œuvre sur les sargasses. Un mot sur la biodiversité en Guadeloupe, Une minute, ça va couper. Une minute. Oui, alors, juste un mot, juste pour vous dire que là aussi, la région Guadeloupe, nous nous sommes investis dans cette biodiversité à la fois qui est exceptionnelle et par son taux d'endémisme, par exemple, mais également la biodiversité ordinaire, puisque vos invités ont parlé du fameux jardin créole qui avait retrouvé en plus tout son sens lors de la gestion de l'épidémie. Alors, quelques grands chantiers rapidement. C'est le schéma du patrimoine naturel et de la biodiversité que nous achevons, ce qui va nous permettre enfin d'installer les fameuses trames vertes et bleues, les fameux corridors écologiques. Et dorénavant, le schéma d'aménagement régional devra s'appuyer sur l'existence de ces trames bleues et vertes pour pouvoir être rénovées. Enfin, c'est l'Agence régionale de la biodiversité qui devrait voir le jour au premier trimestre 2021. Cette Agence régionale de la biodiversité, c'est l'action sur le terrain de ce que nous voulons mettre en œuvre pour préserver notre biodiversité et ses spécificités. Merci grandement. On va vraiment être coupé. Alors, attends, on va remercier Ariane, on va remercier le Spock, Stick, et puis je pense qu'on n'a pas remercié Stéphane Castry. Voilà, accessoirement, qui nous ont chaleureusement accueillis et invités. Allez, merci à tous en tout cas. Passer à la transition à Gaïa, tout le monde. C'est ça. Merci, on les retrouve où, Gaïa? On les retrouve par là. Salut tout le monde. Bon voyage. Ciao, merci du voyage. Belle vie à la planète.